Bonjour, c'est pour un retour ou pour un prêt? Épisode 6. L'affaire de Toust. Salut la compagnie. Moi c'est H. Moi, c'est Max. Et nous sommes une fois encore de retour au prêt. Et aujourd'hui au comptoir de prêt, j'avais envie qu'on discute de littérature queer. Donc en d'autres termes, des livres avec des thématiques ou écrits par des personnes LGBTQIA+. Pour le coup, j'allais dire par et pour, mais en réalité c'est pour tout le monde. On n'a pas tendance à dire que les romans policiers c'est pour les policiers uniquement, de la même manière. La littérature queer c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, je vois que dans les deux livres que tu as sélectionnés, il y en a un qui est vraiment pour tout le monde. Alors, il y en a un qui est un peu plus pour les enfants, mais bien sûr, les adultes peuvent aussi le lire. C'est L'amoureuse de Simone. C'est un album qui est écrit par Elsa Kedadouche et illustré par Amélie Anne Calmot et édité à la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre. Et qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de Simone qui est amoureuse de Makeba, deux petites filles qui sont amoureuses, qui jouent ensemble, qui parfois se disputent, mais qui aussi se réconcilient, trouvent des solutions et s'amusent. Et qui rêvent d'adopter des pandas. Elles en veulent plein, elles veulent les recueillir et on adore les compter quand ils sont cachés dans les bambous. Ah, pendant l'heure du conte ? Tout à fait. Et aussi avec les classes, j'adore le raconter celui-là. Ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que les deux personnages, Simone et Makeba, restent des enfants. C'est pas un bouquin moralisateur où les enfants sont juste là pour apprendre une leçon. Non, pas du tout. Ou quoi que ce soit. Non, les personnages, ce sont deux petites filles qui sont... Comme toutes les autres petites filles. Voilà, et qui font des bêtises parfois, ou qui comprennent mal les expressions, notamment à un certain moment, la tante de Simone parle de donner du fil à retordre, et Simone, comme Makeba, la première fois qu'elles entendent ça, ne comprennent pas, elles prennent ça au premier degré et elles en font un jeu. Tout à fait, elles prennent un fil et elles s'imaginent plein d'aventures avec ce fil. Et c'est un peu le propre de la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre, c'est d'écrire des livres pour enfants avec des personnes qui sont peu représentées habituellement dans la littérature jeunesse, mais qui n'en font pas le centre du sujet qu'on pointe du doigt, mais plutôt une histoire, comme les autres histoires, mais où il y a de la représentation. Oui, je pense notamment à Papita, de la même maison d'édition, qui est une histoire sur les dangers du tabac, mais pour le coup, où les personnages ne sont pas la petite famille ricorée toute de blanc vêtue qu'on peut avoir très souvent dans les albums jeunesse. Tout à fait, parce que Papita est une grand-mère trans. Et donc oui, dans la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre, ce sont plein d'histoires très chouettes. On en a beaucoup à la bibliothèque du centre, on les a presque toutes, c'est ça ? Tout à fait, je les achète et je surveille le catalogue et les nouvelles sorties. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, beaucoup. Par exemple, pour le livre dont je vous parlais, L'amoureuse de Simone, sur la couverture, c'est deux petites filles noires. Et c'est très rare d'avoir en littérature jeunesse des personnages noirs dans les livres, en personnages principaux et en couverture. Et ça, On ne compte pas pour du beurre le fait. Et mon livre, moi, ne le fait pas. Le bouquin que j'ai choisi, c'est le roman graphique Pour l'amour de Dieu Marie, par Jade Sarson, qui raconte l'histoire de Marie, je vous le donne dans le mille, qui a grandi dans une famille catholique extrêmement stricte, dans un environnement quand même assez toxique, mais qui en a retiré un message très important, qui est probablement le message
au centre du christianisme qui est « aime ton prochain ». Et pour le coup, son prochain, elle l'aime beaucoup parce que elle ne fait que aimer les gens très intensément, que ce soit son tout premier amour, Agnès, une camarade d'école, dont elle sera malheureusement séparée parce que c'est une école catholique et que, ce sont des choses qui ne se font pas dans les écoles catholiques lors des années 60 et on préfère déménager de ville plutôt que de risquer des scandales comme ça. Mais elle aime aussi tous ses autres amis, elle les aime énormément. Elle va notamment passer toute sa vie en colocation avec son ami William, qui va devenir au fil des années un champion de boxe régional poids léger, mais aussi une drag queen de renom dans leur petite ville. Et finalement, elle va tomber amoureuse d'un prof d'anglais d'origine indienne, ce qui, encore une fois, va énerver sa famille au plus haut point. Et elle va avoir avec lui un enfant, une enfant en l'occurrence, Annie, qu'elle va également aimer plus que tout au monde. Et donc ça raconte cette histoire de Marie qui, malgré toutes les épreuves qu'elle traverse dans la vie, continue d'aimer du plus profond de son cœur les gens qui l'entourent. Ah oui, c'est une thématique assez présente dans la littérature queer, la famille biologique, les coming out, les problèmes de famille, la famille choisie. Oui, la famille de manière générale, c'est un peu... C'est une institution et quoi qu'on fasse, on ne peut pas vraiment y échapper, alors autant se l'approprier en tant que personne queer. Et oui, c'est vraiment tout le sujet de ce livre Pour l'amour de Dieu et Marie. Et en tant que personne queer, on peut avoir une relation très sympa avec sa famille biologique, mais de la même manière, et malheureusement, c'est plutôt de ça qu'on entend le plus parler, même si c'est pas forcément l'expérience la plus commune. On peut avoir des relations très chaotiques, voire même toxiques avec sa famille biologique, que ce soit des questions d'acceptation ou de compréhension même. Et ça, c'est un thème que je trouve très important parce que beaucoup de personnes ne comprennent juste pas à ce sujet. Et à ce sujet, je voulais vous parler d'un documentaire adulte qui s'appelle « Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités », qui est écrit par Lexi, qui est une militante trans, qui tient le compte Instagram Aggressively Trans. Ah, ça je connais. Et c'est un livre qui aborde du coup la transidentité de manière générale. C'est un livre hyper complet sur les transidentités, mais qui en même temps reste hyper abordable et facile à lire. Il s'adresse autant aux personnes qui n'y connaissent rien du tout qu'aux personnes concernées. Je pense que tout le monde peut vraiment y trouver plein d'infos. Il est tellement riche et tellement agréable à lire que tout le monde peut y trouver son compte. Voilà, que vous soyez une personne concernée, que vous questionniez ou simplement que vous essayiez d'en savoir plus ou de comprendre, parce que c'est de ça qu'il est question. Une proche, ça peut aider tout un chacun. Il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils plutôt qu'un livre à lire d'une traite, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. On peut vraiment aller picorer dans les chapitres qui nous intéressent le plus. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une partie avec plein de références à la fin et de sources. Vraiment, Lexi, elle a fait des études d'histoire et d'histoire de l'art, du coup, elle se documente beaucoup, elle a beaucoup de sources, elle sait de quoi elle parle. Et d'ailleurs, c'est aussi très intéressant, sur son compte Instagram, elle fait des courtes ou des plus longues capsules vidéo où elle parle aussi de plein de sujets, où elle mêle histoire, culture, transidentité, histoire LGBTQIA+. Je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur son compte. S'il y a un livre que vous devez lire sur les transidentités,
c'est celui-là. Voilà, parce que la littérature, c'est des albums jeunesse, c'est des romans graphiques, c'est des romans, mais C'est pas seulement de la fiction, c'est aussi des essais, des documentaires, c'est pour les adultes, les ados, les enfants. Finalement, c'est pour tout le monde. voilà. Et c'est pour tout le monde, par essence, parce que on ne dit pas que seuls les policiers devraient lire des romans policiers, mais de la même manière, quand on a tout le temps des albums jeunesse avec la famille Ricoré dedans, au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Voilà ça. Oui, la littérature, on dit souvent que c'est en même temps un miroir et en même temps une fenêtre, parce que ça permet de découvrir le monde, les choses extérieures qu'on ne connaît pas, et du coup à apprendre l'empathie, la compassion, se mettre à la place des autres, comprendre la différence. Mais c'est aussi important que ce soit un miroir pour pouvoir s'y voir qu'on existe, voir que nos familles existent. Et en quelque sorte, se découvrir au travers du monde extérieur, tel qu'il est et pas tel qu'il est représenté pour l'instant dans les médias et la culture. Majoritairement. Merci beaucoup, Max. Un tout grand merci à toi d'avoir proposé d'aborder ce sujet. Ça me fait très plaisir d'avoir pu en parler avec toi. Et dans un instant, on se retrouve avec Marianne de l'association Bras Dessus, Bras Dessous. Bonjour Marianne. Bonjour H. Alors Marianne, tu fais partie de l'association Bras Dessus, Bras Dessous. Que fais-tu dans cette association et quelle est la raison d'être de Bras Dessus, Bras Dessous? Alors moi je suis chargée de projet chez Bras Dessus, Bras Dessous, qui est une ASBL qui a vu le jour en 2016, donc qui est encore jeune. Et donc l'objet de l'ASBL, c'est on essaye comme on peut de sortir les aînés de leur solitude en leur présentant un voisin qui fera des petites visites une fois par semaine pour un peu rompre cet isolement. Et on organise aussi des moments collectifs. D'accord, donc l'idée c'est de créer des pairs, voisins, un plus jeune, un aîné. Alors on a évidemment un vocabulaire spécifique, donc comme tu dis les pairs, c'est tout à fait ça. Et chez nous, la personne qui va faire une petite visite, on appelle ça le voisineur, donc le visiteur. D'accord. Et la personne qui reçoit la visite, donc la personne âgée en l'occurrence, c'est le voisiné, donc le visité. Donc on crée des duos voisineur-voisiné. Ça fait un petit peu penser au buddy Singa. Alors, Singa, je ne sais pas ce que c'est, mais buddy, oui, c'est un terme que j'aime beaucoup, mais tu vas me dire ce que c'est un buddy Singa. Mais de fait, on est des buddies, c'est-à-dire vraiment, on fait corps avec quelqu'un qu'on va rendre... je ne sais plus parler, excuse-moi, c'est la digestion. C'est mieux l'après-midi ici, franchement. Il est temps que je prenne un petit thé. Et donc, le bénévole, va faire la petite visite, va faire une petite discussion, une petite papote avec l'aîné. Et il s'occupe, il est mis en duo. Donc, dis-moi un petit peu ce que c'est ton buddy... Je n'ai pas retenu le deuxième mot. Singa. C'est une autre ASBL, Singa, qui met, pareil, par paire, des primo-arrivants et des citoyens de longue date. Et donc, il organise, évidemment, il n'y a pas les mêmes contraintes, donc c'est plutôt des activités, des animations en dehors des domiciles respectifs. Ils font notamment ce qu'ils appellent des bazars avec des séances d'impro, des choses comme ça. Ah oui, c'est trop bien. Mais c'est ça, exactement. Sauf que nous, c'est pas avec des primo-arrivants, mais c'est avec des aînés qui souffrent de solitude. Et on peut être très vite aîné, c'est à partir de 60 ans.
Donc, les voisineurs, c'est à partir de 18 ans. Donc, on peut être bénévole à partir de 18 ans. Il n'y a pas d'âge pour être bénévole. Je sais que Céline, qui a créé la SBL en 2016, donc elle avait imaginé qu'il y aurait beaucoup de troisième âge qui allaient visiter du quatrième âge, parce qu'on se dit, tiens, il y a plus de gens disponibles dans cette tranche-là. Et dans le fond, il y a plein de trentenaires ou de quadras qui sont bénévoles. Donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est que les liens intergénérationnels se font un peu à tous les étages. Et c'est hyper enrichissant pour la personne qui donne et pour la personne qui reçoit. Et toi, t'es voisineuse ? Et alors moi j'ai le grand luxe de pouvoir, en plus d'être chargée de projet, d'être voisineuse de un ou deux aînés qui sont un petit peu les aînés du début. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, donc c'est un peu mes chouchous. Alors j'en ai plein des chouchous, mais c'est voilà. Donc il y a Papy Bob et puis il y a Louise. C'est vrai que c'est 2 aînés que je vais voir. Alors je vais pas les voir toutes les semaines comme les bénévoles qui sont chez nous ont un engagement de rendre une petite visite une fois par semaine, mais je suis en contact régulier avec eux, et puis quand je peux, je dirais 1 fois sur le mois, je leur fais une petite visite et j'apporte une pâtisserie ou des biscuits, et puis surtout on échange et on apprend un petit peu ce qui est arrivé dans la vie de l'un et de l'autre pendant les semaines dernières, et voilà. Donc oui, je suis aussi une voisineuse, en plus d'être une chargée de projet. Et j'ai envie de dire que chez Bras Dessus Bras Dessous, on a tous et toutes la chance de pouvoir être à certaines heures voisineuses ou voisineurs, parce que bien sûr c'est un projet qui fait sens pour chacune et chacun de nous. Et donc fatalement, quand on a commencé à créer nos duos dans nos antennes, dans nos communes respectives, eh bien on a rencontré les premières personnes âgées isolées, etc. Et puis on a eu des petits coups de cœur, et puis les liens se sont créés, et parfois on reste en contact. Mais je dirais que c'est davantage chouette pour l'aîné d'avoir vraiment un duo qui est quelqu'un qui va aller faire une petite visite hebdomadaire. Parce que quand on est seul et qu'on est tout seul chez soi, en fait, c'est long d'attendre un mois pour voir quelqu'un. Bien Donc, sûr, si c'est 1 fois par semaine, c'est merveilleux. Et vous proposez aussi ça pour les aînés en maison de retraite ? Alors, on ne fait pas la promotion de ça parce qu'il y a énormément d'aînés en maison de retraite et que l'ASBL ne pourrait pas absorber tout ça, et les chargés de projet ne pourraient pas aller rencontrer toutes les demandes d'aînés. Mais il m'arrive d'accompagner des aînés qui étaient chez eux à domicile et puis qui ont fait une mauvaise chute ou qui ont perdu un compagnon de vie et donc qui ne savent plus habiter seuls et qui ont basculé, comme on dit, en maison de retraite. Donc bien sûr, si le duo était déjà créé, ils continuent en maison de retraite. Et voilà. Bon, alors, par exemple, j'ai une aînée qui m'a appelée, elle est en maison de retraite et elle voit pas trop bien, donc elle se sent fort isolée, etc., etc. J'ai dit, écoute, je vais venir te voir un premier rendez-vous. Je dis, a priori, je n'accompagne pas d'aînés en maison de retraite, mais je vais quand même te rencontrer. Et au terme de la discussion, je me suis rendu compte que cette dame était fort seule et qu'elle était pleine de vie et pleine d'envie. Et donc, je me suis dit, mais je vais quand même essayer de lui trouver un ou une chouette bénévole. Et en plus de ça, je vais l'emmener à des moments collectifs pour qu'elle puisse redécouvrir le lien social avec d'autres. Et voilà ce qu'on a fait. Oui, le lien social, c'est extrêmement important. On ne compte plus les études scientifiques qui démontrent que c'est à peu près aussi important que l'oxygène pour survivre. Et même au-delà de la simple survie, je vais dire, moi quand je respire, je prends parfois un petit peu plus de plaisir à respirer de l'air un peu plus frais, mais le lien social, il y a vraiment différentes qualités de lien social, et j'ai eu des relations très fortes avec ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle, et c'était 2 personnes avec lesquelles en fait c'est super intéressant de parler, parce qu'au-delà des perspectives qui peuvent être différentes, de la proverbiale sagesse de nos aînés, il y a aussi
quelque chose de plus profond. Ce sont leurs propres personnes et qui ont vécu plein de choses et qui peuvent nous apporter des choses et à qui on peut apporter des choses parce que on a souvent tendance à penser, justement, oui, les personnes âgées ont une certaine sagesse, etc. Mais il n'y a pas de plafond. Elles peuvent encore s'assagir au contact d'autres personnes. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que j'ai constaté avec ma grand-mère paternelle, qui était, pendant une partie de sa vie, très, on va dire, psychorigide, qui n'arrivait pas vraiment à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et puis, avec tout le contact qu'elle a eu avec ses enfants et ses petits-enfants, au fil du temps, elle s'est de plus en plus ouverte et elle est devenue de plus en plus intéressante, avec de plus en plus de vie intérieure qui était super chouette à découvrir. Et j'imagine que quand on rend toutes les semaines visite à quelqu'un, c'est ce genre d'expérience auquel on fait face. Voilà, on fait face. Non, mais tout à fait. Tout à fait. En fait, nous, on a la plupart des futurs voisineurs et voisineuses qui rentrent dans le projet Bras dessus bras dessous, c'est des personnes qui, comme toi, ont été, et comme moi, j'ai envie de dire, sensibilisées tantôt par des grands-parents aimants et dont ils ont eu la chance de connaître, ou par l'absence de ceux-ci, justement, et qui, d'une certaine façon, ont ce besoin de rencontrer l'histoire avec un petit H, un grand H, de sa famille ou d'un pays ou que sais-je. Et donc, c'est dans le partage régulier avec quelqu'un de cette génération-là qu'on peut tantôt se dévoiler comme on se dévoilerait moins à un père, une mère, mais un peu plus à ses grands-parents, parce qu'il y a un peu moins de filtre. Ou, justement, comme on n'a pas eu ça, eh bien, on crée des liens d'amitié et de partage avec la génération d'au-dessus ou 2 générations au-dessus. Et c'est ça qui est hyper enrichissant. J'ai toujours en souvenir de Camilla, qui était une jeune Hollandaise, une quarantaine d'années, qui, quand elle m'avait rencontrée, elle m'avait dit, voilà, moi, en fait, je viens de Hollande, et donc ma famille est en Hollande, j'ai perdu mes grands-parents, enfin, je suis assez seule ici, en Belgique. Elle dit, mais j'ai envie d'adopter une nanny, j'ai envie d'adopter une mamie. Et donc, c'était rigolo, je lui ai présenté en son temps... une dame, Jacqueline. Et donc, Jacqueline, elle a passé plein de goûters le dimanche, chez Camilla. Et elles ont formé en famille. Camilla avait des enfants, un mari. Et donc, cette Jacqueline faisait partie de la famille de Camilla une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et elles s'apportaient l'une à l'autre autant. Donc, c'est des histoires comme ça, on en a plein. Et parce que parfois aussi, c'est des personnes âgées qui se sentent seules, mais qui ont une grande famille. Oui. Sauf que la grande famille, elle court comme des poules sans tête à leurs occupations à gauche, à droite, ou que la grande famille habite en France ou habite en Italie. Et donc, mamie, elle est loin et elle se sent seule. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir seul, même si on a encore du monde autour de soi. Et puis, on sait bien que le temps n'est pas le même pour quelqu'un qui ne travaille plus que pour quelqu'un qui travaille et qui va... Une semaine, c'est rien, mais quand on est un aîné seul chez soi et que c'est long, le temps est long. Et souvent, oh mon Dieu, le samedi, dimanche, qu'est-ce que c'est long, parce qu'on n'a plus la visite d'un kiné, on n'a pas la visite d'une aide ménagère, on n'a pas la visite de son médecin généraliste. Et donc, on se sent affreusement seul. Et c'est pour ça que présenter des voisineurs, voisineuses à des aînés, ça se passe aussi bien en semaine qu'en week-end. Et il y a une place qui se prend. Mais il y a beaucoup de partage, c'est sûr. Et tu as parlé d'activités collectives ? Oui. Alors, chaque antenne, donc les antennes ucloises, forestoises, etc., on organise des moments collectifs qui peuvent être hebdomadaires ou mensuels. Et donc, pour parler de celui que je connais bien, c'est celui de Hugues, vu que c'est moi qui l'anime en tant que chargée de projet, tous les mardis après-midi, de 2 à 4, dans un
centre pour personnes âgées qu'on appelle maintenant les maisons de quartier. Ça vient juste de changer de nom. Uccle en a 3 effectives ici, enfin 4. Et bien, rue Van der Kinderen, on organise le Mardi Gourmand. Et donc, c'est tous les mardis. Il y a maintenant 20-25 aînés qui viennent, qui s'y retrouvent autour d'une longue table, qui font papote, qui se racontent leur semaine, et tout ça autour d'une tasse de café, de thé et de petites pâtisseries offertes par la boulangerie. Alors, il y en a qui papotent tout azimut, il y en a qui écoutent, et alors c'est encadré par... donc moi j'y suis avec des bénévoles qui sont là toutes les semaines, donc c'est vraiment chouette. Et alors le moment collectif, il permet aussi à des aînés qui sont un peu frileux ou des bénévoles qui savent pas trop, mais qui aimeraient bien savoir ce que c'est bras dessus, de venir palper un peu l'atmosphère et l'ambiance du projet. Et c'est un premier pas souvent qui ouvre les portes alors d'un bénévolat ou d'autres choses. Et donc, on parle de tout ça en bibliothèque parce que vous avez lancé, en partenariat avec le réseau des bibliothèques ucloises, le port de livres à domicile. Tout à fait, H. Et d'ailleurs, tu m'as pris, boum, au sortir d'une réunion, la première réunion de lancement de ce projet de portage de livres, avec les 3 bibliothèques d'Uccle. Il y a la bibliothèque du Homborg, la bibliothèque du centre où nous sommes actuellement, et la bibliothèque du Phare. Et donc, on va en fait mettre nos forces communes ensemble et on va proposer de mettre des petits flyers dans les plateaux repas que reçoivent les aînés, qui va leur proposer, tiens, j'adorais lire ou j'aime lire, mais je ne sais plus me déplacer, je ne sais plus aller à la bibliothèque, mais j'aimerais tant, et voilà quels sont mes goûts de lecture, et en fonction de ça, ils nous appelleront, ils appelleront les bibliothécaires qui vont nous relayer l'info, et bras dessus, bras dessous, se chargera de trouver des bénévoles ou bien les bibliothécaires d'en mettre à disposition si l'appel à bénévoles se fait aussi via les bibliothécaires. Et donc, on va créer des duos, mais des duos de portage de livres. Et ce sera le rôle des bibliothécaires de dire un petit peu quelles sont les nouvelles lectures de leur bibliothèque, quels sont les livres à grand caractère ou des livres audio. Et puis, ce sera vraiment un portage de livres adapté à chaque personne, à chaque situation d'handicap, je dirais, un peu auditif ou visuel. Et donc voilà, donc ça va commencer, je dirais, d'ici un mois, ce sera certainement mis sur pied. Et donc, on a déjà une petite équipe de 7 bénévoles prêts à faire du portage de livres. Voilà, ça c'est tout chouette parce que ça fait longtemps que les bibliothèques avaient envie de lancer un tel projet et nous ont demandé de les rejoindre. Et voilà, c'est avec joie qu'on fait ça et on se réjouit de partager des moments livresques. Voilà. Super, merci beaucoup de m'avoir accordé cette conversation. Eh bien, merci beaucoup, H. J'aimerais tout de même, avant qu'on se quitte, dire à nos auditeurs de tous âges que si vous avez des problèmes de vue, vous avez droit gratuitement au service de la Ligue Braille et de sa bibliothèque, où il y a des milliers de livres audio, des centaines de livres en grand caractère et en braille, disponibles à l'emprunt gratuitement et sans aucune restriction. Vous pouvez vous faire livrer par courrier et il n'y a pas de date limite de retour. Oui, c'est merveilleux. On a quelques aînés qui bénéficient de ce service et qui sont ravis. C'est aussi simple que de remettre un espèce de DVD dans la boîte aux lettres. Et c'est tout simple. Et je pense qu'ils ont une sélection, tout comme dans vos bibliothèques, très à la page. Et donc, c'est chouette aussi. Ce n'est pas les vieux livres d'il y a 50 ans. Il y en a, mais il y a aussi plein de nouveautés. Merci. Merci à toi. Et merci à vous, chers auditeurs. Vous l'aurez compris, la lecture, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, si vous avez des connaissances qui ne lisent pas ou plus, que ce soit parce qu'elles n'en ont plus réellement la possibilité ou parce qu'elles ne se sentent pas représentées dans la littérature, eh bien, on vous invite à leur faire écouter cet épisode dans l'espoir de les convaincre que ce n'est pas une fatalité et que, où que vous habitiez, votre bibliothèque locale se soucie de vous et que ça ne coûte rien d'y mettre les pieds ou de les contacter pour voir comment les bibliothécaires peuvent vous aider. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et salut la compagnie!